Joyeuses fêtes de votre radio allumée FM 103.3. Votre quotidien. Un micro ouvert sur l'actualité d'ici. 9h30, mercredi 9 décembre 2020. Bienvenue à votre quotidien. Ce matin, 2 sujets. Le premier, Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. 4 ans qu'elle est désormais qu'elle est députée du côté de Marie-Victorin. Donc, on a une belle occasion qu'on a trouvée pour lui parler. Bonjour, Catherine Fournier. Vous allez bien? Oui, bonjour Charles. Je vais très bien, merci. Donc, 4 ans déjà. Et le temps passe à une vitesse ahurissante, franchement. Quand j'ai réalisé, effectivement, samedi dernier, le 5 décembre, que ça faisait 4 ans, wow, on dirait que, en même temps, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts, mais ça a passé tellement vite. Donc, je suis bien satisfaite également du travail accompli en ces 4 années, puis les liens que j'ai réussi à tisser avec les citoyennes et les citoyens du Vieux-Longueuil. Il y a eu bien des changements parce que vous avez été élu 2 fois comme député péquiste. Dans un premier temps, c'était une élection partielle et à la suite de quoi, ça a été les élections conventionnelles, pour ainsi dire. Puis depuis, vous avez quitté le PQ, vous êtes désormais députée indépendante. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon de faire à partir du moment où vous avez quitté le PQ? Oui, quand je suis devenue députée souverainiste indépendante à l'Assemblée nationale, c'est sûr que ça procure une flexibilité puis une liberté qu'on ne peut pas avoir dans les partis politiques en raison de la fameuse, j'ouvre les guillemets, ligne de parti. Donc, c'est certain que moi, ça me donne davantage de temps pour me concentrer sur les priorités liées à notre circonscription puis à faire des interventions aussi que je n'aurais pas nécessairement pu faire comme membre de parti politique. En même temps, ça réorganise aussi au niveau des équipes. Là, on ne va pas se le cacher. J'ai dû faire certains apprentissages en accéléré. Il y a des tâches, disons, qui sont prises en charge par des employés d'une aile parlementaire lorsqu'on est dans un parti politique. C'est certain que la situation comme indépendante n'est pas la même, mais franchement, ça m'a permis de beaucoup mieux connaître les rouages de l'Assemblée nationale, puis être davantage à même, en fait, d'exercer certaines stratégies parlementaires, si on veut, pour faire avancer certains dossiers. Donc, là-dessus, je suis bien contente également quand je regarde ça en rétrospective. Vous seriez capable de retourner vers un parti conventionnel pour une autre élection ou vous demeureriez indépendante? Sincèrement, je ne serais pas capable de retourner dans un parti conventionnel où il y a une ligne de parti. Un parti comme on le connaît présentement sur la scène politique québécoise, non, je ne serais pas du tout à l'aise dans cette situation-là après avoir connu ou forte en tout cas de mon expérience de députée indépendante. C'est pas une façon de faire de la politique en fait dans laquelle je me reconnais. C'était pas la raison principale pour laquelle je suis devenue députée indépendante, mais c'est quand même toujours quelque chose qui m'avait agacée depuis mon arrivée en politique. Puis maintenant que j'ai pris du recul sur cette situation-là, puis que je regarde un peu les débats parlementaires ou la politique de façon générale d'un œil peut-être plus distant, parce que je suis pas nécessairement forcée d'être au cœur de la lutte de la même façon, du moins que lorsqu'on est dans un parti politique. Je me rends compte que c'est vraiment pas une façon de travailler qui m'intéresse. Êtes-vous difficile à travailler alors? Ben non, pas du tout. Je travaille avec mon équipe et moi, on travaille extrêmement fort, on travaille bien ensemble. Même chose d'ailleurs, j'ai lancé avec une équipe de collaborateurs très récemment le projet Ambition Québec. Donc, on est vraiment plusieurs à collaborer à ce niveau-là. Moi, ce que je déplore en fait dans la politique partisane, c'est pas du tout le travail en équipe que j'adore par ailleurs. Non, c'est vraiment les dynamiques de confrontation, les dynamiques de compétition qui n'ont pas nécessairement lieu d'être lorsqu'on recherche le bien commun. En tout cas, à mon avis, ça devrait être la finalité en politique. Donc, c'est vraiment pas une question de travail d'équipe, c'est plus une question d'attitude et de façon de travailler. Donc, toute la joute à l'interne vous déplaisait, on comprend très bien. Allons-y, vous avez pris souvent la parole, vous avez le don en bon comédien de puncher. Hein? À toutes les fois que vous prenez la parole, pas toutes les fois, mais très souvent, on entend parler de vous. Ce fut le cas récemment lorsque vous avez déposé cette motion concernant les produits d'hygiène féminine. Donc, on en a entendu parler quand même pas mal sur les réseaux sociaux aussi. Les gens se sont passablement défoulés également. Hélas, je dirais, il y a eu beaucoup de réactions. Vous en êtes consciente de tout ça, là? Oui, je suis consciente que c'est un enjeu
qui fait jaser. En même temps, j'ai eu des centaines de messages d'encouragement. Je pense que c'est vraiment, autant que ça peut peut-être polariser certaines personnes, autant que cette proposition-là reçoit énormément d'adhésion. Je dirais ça va être un peu malheureusement très fortement chez les femmes et moins chez les hommes. Il y a peut-être un enjeu de compréhension à ce niveau-là d'une certaine réalité. Là, je dis pas que c'est tout blanc ou tout noir. Ah ben, on a quand même du travail un peu pédagogique à faire. Expliquez-la nous, celle-là. On veut comprendre. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais pour ceux et celles qui ne nous ont pas écoutés, c'est d'abord quelque chose qui est né en Écosse. Peut-être dans d'autres pays aussi, il est possible de profiter de ces produits-là gratuitement. En Écosse, on a voté une loi, si je ne m'abuse. Expliquez-la nous pour le Québec. Comment vous verriez ça, là? Oui, mais dans le fond, en Écosse, ils ont voté une loi pour garantir le droit d'accéder aux produits menstruels pour toutes les personnes qui en ont besoin. Ensuite, c'est vraiment les régions qui vont déterminer comment ça va s'appliquer. Il faut savoir qu'au Québec aussi, on a fait certaines avancées à ce niveau-là. Par exemple, il y a plusieurs municipalités qui offrent certaines subventions ou remboursements pour l'achat de produits menstruels qui sont durables ou réutilisables dans une volonté de réduire les déchets notamment. Puis en Colombie-Britannique, au Canada, la province, en fait, est tenue de fournir l'accès aux produits menstruels dans les écoles, notamment. Donc, moi, ça a toujours été un enjeu qui m'a interpellée. Puis, il y a 2 ans, j'ai été contactée par une organisation qui s'appelle En Règle Québec, qui souhaitait que je devienne la marraine d'une pétition, justement, pour que les produits menstruels soient accessibles dans les écoles. Puis, pour moi, ça tombe vraiment sous le sens. Et l'équipe d'En Règle Québec m'est arrivée également avec des études qui montraient que pour entre 10 à 15 % des jeunes filles à l'âge, disons, de l'adolescence, la période des règles peut devenir un frein à la fréquentation scolaire parce que c'est pas tout le monde qui a le même accès aux produits d'hygiène féminine. Dans certaines familles, il y a encore peut-être une stigmatisation. Bref, il y a des jeunes qui sont peut-être gênés de le demander à leurs parents. Puis de l'autre côté, il y en a pour qui c'est vraiment la goutte de trop dans leur budget. Hein. On sait que les produits menstruels, ça peut représenter au cours de la vie d'une femme plus de 6 000 $. Alors, pour celles qui vivent des situations de précarité, parfois, elles peuvent avoir à choisir entre est-ce que je m'achète un repas ou est-ce que je m'achète des tampons ou des serviettes sanitaires. Donc, pour garantir l'accès à celles pour qui c'est plus difficile, ça m'apparaît tellement naturel qu'on puisse offrir cet accès-là gratuitement dans les institutions publiques, à tout le moins dans les écoles, pour justement enlever ces espèces de barrières, peut-être. Et de tabous. Il y a des tabous aussi avec ça. Qui existent. Oui, franchement, je vois pas pourquoi cette question-là, elle est encore taboue. Je veux dire, les femmes ont des menstruations pendant la vaste majorité en tout cas une bonne partie de leur vie. Et les femmes, je veux dire, c'est quand même 50 % de la population. Donc, c'est un phénomène qui est tellement naturel. Moi, je ne nous verrais pas remettre en question l'accès au papier de toilette ou au savon dans les salles de bain, dans les lieux publics en général. Ben, c'est ce qu'on vous dit. C'est bien la moindre des choses qu'on puisse avoir accès aux produits menstruels, à tout le moins dans les institutions qui sont financées par le gouvernement. Ben, sur les réseaux sociaux, c'est un peu ce qu'on vous disait avec votre réponse. Tant qu'à ça, les papiers de toilette, la crème à raser, il y a cette réaction-là. Vous en êtes consciente. Quelle réaction avez-vous eue du côté de Québec à la suite de cette motion-là que vous avez déposée? J'ai eu un très bel accueil. En fait, la motion a été appuyée unanimement. J'ai même eu l'appui formel de la ministre de la Condition féminine et je vais même vous donner un scoop. Là, aujourd'hui, j'ai reçu ce matin, avant notre appel, un téléphone de la part du cabinet de la Condition féminine et qui m'informait que le Conseil du statut de la femme a été mandaté formellement à la suite de ma motion pour étudier cette possibilité. Alors, j'en suis très satisfaite parce que c'est faux de comparer les produits menstruels aux lames de rasoir. Franchement, je trouve que c'est une comparaison qui est un peu grotesque. On a le choix de se raser ou pas. Puis je veux dire, les femmes se rasent aussi, soit du temps passant, et les rasoirs féminins coûtent plus cher que les rasoirs. Ben, ça, c'est à l'égard de tous les produits féminins, puis on le sait, on en a souvent parlé. Les produits féminins coûtent plus cher. Catherine Fournier, je vous amène le phénomène de la taxe rose. Je vous amène ailleurs. Je vous amène aux 12 jours pour contrer la violence faite aux femmes. On est un peu dans le même coin, là, mais bon, hier, au Salon Bleu, vous êtes intervenu et vous avez réclamé le financement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour implanter
représentez le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du côté de Longueuil. Alors, c'est une récrimination des gens de la CAFAL, des filles de la CAFAL avec qui j'ai déjà jasé. Donc, hier, vous avez pris la parole à cet égard. Parlez-nous-en un peu. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un milieu communautaire très mobilisé à Longueuil. En fait, on le connaît bien, mais on n'a pas de ressources spécialisées en matière de soutien aux victimes d'agressions à caractère sexuel, ce qu'on appelle un centre d'aide, un CALAX, où il y en a en fait partout à travers le Québec. Là, je dirais que Longueuil, c'est très étonnant qu'on n'ait pas déjà cette ressource-là, et donc ça m'apparaît tellement naturel que le ministère puisse octroyer un financement pour mettre sur pied une telle ressource à Longueuil. Je veux dire, on est quand même la 5e plus grande ville du Québec. Puis, il n'y a pas de ressources. Un CALAX le plus près de chez nous va se situer dans la Montérégie ouest. Donc, il me semble que c'est à Châteauguay. Alors, c'est vraiment beaucoup trop loin là, pour notre population. Et si on veut être sérieux dans le soutien qu'on apporte aux victimes de violences à caractère sexuel, surtout à une époque où on incite les femmes à prendre la parole, à aller chercher de l'aide, bien, la moindre des choses, c'est d'avoir des ressources pour répondre à ces demandes d'aide. Étonnant quand même. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas ça ici du côté de Longueuil? Excellente question. Je ne peux pas le comprendre. C'est quelque chose que j'ai remarqué dès mon arrivée comme députée de Marie-Victorin. J'imagine que ça peut être à voir avec le fait que justement on a un milieu communautaire très fort. Donc peut-être à une certaine époque, on s'est dit que c'était pas nécessaire puisqu'il y avait d'autres ressources pour les femmes afin de pallier, mais les intervenantes du milieu communautaire le disent elles-mêmes, elles ne sont pas spécialisées dans cette question-là. Puis quand il y a des victimes qui ont un trauma, ben elles ont besoin d'avoir un soutien vraiment des gens qui sont formés pour intervenir sur la question très spécifique et particulière des violences à caractère sexuel. Bon, alors, on a parfois parlé aux policiers ici du SPAL qui disaient, ben là, au contraire, on a développé c'est pas au contraire, ils nous ont dit, on a développé une cellule, une nouvelle façon d'aborder les femmes quand ce genre de choses-là arrive. Mais concrètement, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de centre d'aide, là. Mais il y a des ressources quand même, vous en êtes conscient? Oui, il y a des ressources, bien entendu, puis sincèrement, pour avoir discuté avec le SPAL, tout ça, puis avoir pris contact là, avec certaines victimes, je sais qu'il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites dans les dernières années, puis il faut vraiment les saluer selon moi, mais c'est pas nécessairement toutes les femmes qui veulent nécessairement passer par le processus judiciaire, puis avant de se rendre là, il y en a peut-être également qui ont besoin de soutien, de conseils, donc c'est toute l'aide aussi psychologique, puis le soutien de femmes spécialisé dans le domaine qui est important dans un processus comme celui-là. Là, c'est beaucoup plus large que juste les processus judiciaires. Puis tant mieux si justement la formation des policiers à cet égard-là s'est améliorée ces dernières années. En terminant, Catherine Fournier, seriez-vous cet après-midi de la commission qui va interroger, non pas qui va écouter, M. Arruda, donc pendant 3 heures, là, on va parler de gestion de la COVID. Y serez-vous? Non, je n'y serai pas et c'est un choix délibéré, je vous dirais, parce que j'ai l'impression malheureusement qu'on instrumentalise un peu le docteur Arruda pour essayer de soulever certaines contradictions du gouvernement. Puis, je veux dire, je veux pas être complaisante envers le gouvernement, loin de là. Mais en ce moment, on vit une crise qui est inédite, une crise de pandémie où le succès repose sur l'adhésion aux mesures sanitaires. Alors, de remettre en question la crédibilité de la santé publique, à mon sens, ça m'apparaît comme un jeu dangereux. Vous croyez que ça va ajouter au cynisme? Je pense qu'il y a un risque. J'ai hâte de voir comment les oppositions vont se comporter cet après-midi. Mais moi, de ce que je percevais d'un œil extérieur, du moins ces dernières heures, ça me donnait pas envie de joindre ce jeu-là. Êtes-vous la seule la seule invitée, en fait? Êtes-vous invitée d'ailleurs? Comment on procède? J'aimerais comprendre. Est-ce qu'on vous invite à participer à cette commission-là? Les commissions parlementaires, en fait, comme députée indépendante, j'ai constamment le droit d'y participer. Il faut que j'en fasse la demande, même si je suis pas nécessairement... Moi, je suis membre de la commission de la culture et de l'éducation. Je suis pas membre de la commission de la santé et des services sociaux, mais j'ai quand même le droit de participer à l'ensemble des commissions. Donc, il faut que j'en fasse la demande. Mais à ce moment-là, je l'ai pas fait parce que, justement, si j'ai des questions, je sais à qui m'adresser au sein du cabinet. Puis on trouve toujours la réponse aux questions de nos concitoyens. Puis l'exercice qui avait été souhaité par les partis, à mon sens, n'avait peut-être pas des objectifs, en tout cas tels que je les aurais souhaités. Êtes-vous la seule qui n'y participera pas en terminant? Il y a probablement seulement
4 ou 5 députés qui vont y participer. OK, sans plus. OK, ben merci infiniment. C'est tout le temps qu'on a. Ça a été un plaisir. Merci. Alors, oui, merci. À vous. Merci de nous avoir accordé du temps, Catherine Fournier. Merci, au revoir. À une prochaine. Catherine Fournier, députée indépendante et souverainiste de Marie-Victorin.